Pour ce voyage, je pars de Nice par un vol de Zurich pour atteindre Chicago dans le Michigan, puis Jackson Hole dans le Wyoming. Après avoir survolé la mer du Labrador, nous survolons la péninsule du Labrador, Terre-Neuve et ses milliers de lacs, pour arriver au lac Michigan et atterrir à Chicago. Nous survolons cette grande mégapole avec ses rues rectilignes comme toutes les villes américaines. Je reprendrai de Chicago un vol pour Jackson Hole après avoir retrouvé la guide géologue et amie Sandrine Brigaud et 3 de mes amis, dont un autre géologue, qui tous deux nous éclaireront sur certains points de Yellowstone. Voilà, donc mon voyage commence par le lendemain Jackson Hole et nous visitons le Visitor Center où nous apprendrons que Yellowstone Park est le premier parc naturel établi en 1872 aux États-Unis, situé à l'extrême nord-ouest du Wyoming et de superficie comparable à la Corse. Voilà, nous supposons voir tous ces animaux, elk, wapiti, ours et loups principalement. Nous passons la porte sud du Grand Teton. La majeure partie de Yellowstone occupe un haut plateau perché entre 2130 et 2440 mètres d'altitude et cerné de montagnes qui le dépassent de plusieurs milliers de mètres. Nous traversons le Bridge Teton et nous découvrons ensuite le Grand Teton avec son point culminant du même nom à 4197 mètres. Suivant la Snake River, la Continental Divide, qui traverse en lacet la partie méridionale du parc et qui marque la ligne de partage des eaux entre le Pacifique et l'Atlantique. Nous entrons enfin dans le Yellowstone National Park et nous commençons notre visite par West Thumb. La roche dure en dessous, qui est volcanique, c'est du tuff ici parce que la dernière explosion elle a eu lieu ici. Et donc comme l'eau est acide, eh ben, elle va créer de l'argile, ça va altérer la roche en argile. Et ça va arriver en surface, on appelle ça les modes volcano, les volcans de boue, ça va arriver en surface. Là, à l'heure actuelle, s'il n'y a plus rien d'activité, parce que l'eau est basse. L'eau est rechargée au printemps, puisqu'il y a la neige qui fond, donc il y a une recharge souterraine en eau, en hydrogéologie. Et puis après, l'eau chaude, elle va chauffer, parce qu'ici on est au niveau d'un magma qui est à 3 km en souterrain, donc elle va être chauffée par cette chaleur, donc l'eau chaude est moins dense, elle va remonter en surface. Et à un moment donné, quand il y aura moins d'eau, elle ne pourra plus remonter en surface et ça va sécher. Et on voit bien ces formes de dessiccation là au niveau de l'argile. Donc ça c'est la rétractation des particules argileuses. Lorsqu'elles sèchent, ça fait des craquelures. On appelle ça des formes de dessiccation. Voilà. C'est comme les masques qu'on met, les masques d'argile qu'on met sur la peau. Après ça sèche, ça fait pareil, ça fait la même chose. Voilà. Donc ça, quand on voit de la boue comme ça, vous pouvez être sûr que l'eau non seulement elle est chaude, mais elle est acide. Le lac Yellowstone ressemble à une main et West Thumb serait un pouce. Il y a 125 millions d'années, cette baie a explosé. C'est un cratère dans un cratère, à considérer que le magma n'est pas loin. Ce lac d'une superficie de 341 km² reste à une température constante à 6 degrés et à des sources chaudes comme ce fishing cone où les Indiens y faisaient cuire leurs poissons.
Les couleurs que nous voyons proviennent des thermophiles. Généralement, vert et marron indiquent des organismes vivant dans des eaux froides et orange et jaune indiquent ceux-ci vivent dans des eaux plus chaudes. Quand l'eau est claire, c'est que l'eau est prête à bouillir. Ne pas y tremper les doigts, interdit. De Yellowstone Lake, des arbres calcinés nous rappellent le gigantesque incendie de 1988. Nous traversons l'Absaroka Range et passons par le réservoir de Buffalo Bill pour aller nous loger au motel à Cody. 10 petites villes de cow-boys nous transportera dans une autre époque, celle où les Indiens devaient affronter les pionniers européens. Un certain Bob Edgar, natif de cette région, a fait de ce musée une reconstitution historique à partir de maisons reconstituées et disséminées à travers le Wyoming. Une d'elles appartenait à Curly, l'Indien scout enrôlé par l'armée américaine sous le commandement de Custer. Il s'est fait particulièrement remarquer à la bataille de Little Bighorn le 25 juin 1876, qui fut une véritable défaite des États-Unis contre les Cheyennes et les Sioux. Remarquerons dans cette école le drapeau américain qui possède que 33 étoiles au lieu de 54 à l'heure actuelle. Dans cette maison, on nous annonce que Cassidy, sa borne de hors-la-loi, fit un trou dans le mur.
Après ce passage dans l'histoire de la région à travers ce musée, nous continuons la visite de Cody avec son musée Buffalo Bill, l'un des plus grands des États-Unis. Il comprend 5 sections, les armes à feu, les Indiens des plaines de Wyoming, principalement les Shoshones, Cheyennes, les Sioux, les Apaches, les peintres américains, et la vie sur la famille de Cody qui a donné le nom à cette ville. William Cody, un grand personnage de l'époque, conquérant et innovant, figure mythique de cette région de 1846 à 1917. Son surnom provient du fait qu'il fournissait la viande de bison pour nourrir les employés du chemin de fer Kansas Pacific et qu'il gagne un duel contre Bill Comstock en tuant 69 bisons contre 48 en une seule journée. Il fut connu surtout par sa troupe théâtrale de 1882 à 1912 et vint même en Europe et Paris. Le théâtre de Cody était un spectacle étonnant pour l'époque, destiné à recréer l'atmosphère de l'Ouest américain dans toute son authenticité. Les scènes de la vie des pionniers illustraient des thèmes tels que la chasse au bison, le Pony Express, l'attaque d'une diligence et de la cabane d'un pionnier par les Indiens. La présence de vrais Indiens constituant le clou du spectacle. Pour des millions d'Américains et d'Européens, commence alors le grand mythe du Far West qui ne s'éteindra plus et que le cinéma, avec ses figures mythiques des géants de l'Ouest, contribuera à développer. Pour notre deuxième jour de visite, départ de Cody par la route du chef indien.
Arrêt sur la colline de la mort des Indiens, Nez Percé, à 2700 mètres. Magnifique vue panoramique sur une vallée glaciaire et un plateau de roches sédimentaires. Plaque commémorative de la bataille des Nez Percés, qui fut livrée le 9 août 1877 et qui opposait 200 Américains sous les ordres du colonel John Gibbon, qui attaqua 89 tipis situés dans la vallée. Les Indiens, peu nombreux, firent diversion en faisant galoper leurs chevaux à différents endroits et échappa au massacre. Les seules victimes furent femmes et enfants. Par cette grande descente à travers Shoshone National Forest, nous faisons une intrusion de quelques kilomètres à travers le Montana et passons par Cauque City. Cauque City, une cité minière comme son nom l'indique. Nous arrivons au moment où passent des vieilles voitures, une collection de vieilles voitures. Dans cette petite cité minière, il ne reste que 140 personnes vivant à l'année. Et certainement ce vieux car est un logement. Nous allons traîner dans le Trading Post, General Store. Des bars, surtout des bars accueillants pour les motards et les gens de passage, puisque c'est une jonction entre le Wyoming et le Montana. Le magasin général est resté dans son jus, sauf qu'il était une taverne auparavant. Après avoir visité la ville minière de Cauque City, retour au parc et sur notre route, nous rencontrons Soda Butte, un monticule de travertin, mélange de calcium et de carbonate formé il y a plusieurs centaines d'années par des sources chaudes et du gaz sulfurique.
glacier, c'est en coin comme ça, il y a une roche là qui est très polie, qui fait un peu tête de Il y a de l'énergie cinétique hein, là. Pour notre quatrième soirée, nous allons à Gardiner en passant par l'Arche Roosevelt, une petite city le long de la Lamar River. Nous allons déguster à l'Onion Horse Bar un bon hamburger. Notre troisième journée sera consacrée à la visite du plus grand site de Lillmont et de roches sédimentaires déposées en superposition. Le plus grand exemple protégé de travertin, déposé par des eaux chaudes à 73 degrés. Upper Terrace, Lower Terrace, etc. Et cette année, il y a eu beaucoup d'eau parce que moi, j'ai vu moins coloré. Hein. Alors ça se dépose, c'est du sédiment qui se trouve dans... c'est les dépôts de... Oui, il y a plusieurs gallons de calcaire, plusieurs tonnes de gallons de calcaire qui se déposent tous les jours. Hein. Tous les jours. C'est l'eau en fait, l'eau qui est chargée en calcaire, en CA2+, et CO3 de moins, et qui va, lorsqu'elle arrive en surface, tu vois, ça fume. Il y a une partie qui s'évapore et donc elle va rentrer en surconcentration, sursaturation, et elle va déposer. Et le fait qu'il y ait le vivant, qu'il y ait les tapis bactériens, ça va accélérer le dépôt. C'est vachement bien fait parce que ils vont prendre l'oxygène, donc il va y avoir un CO2, ça va dégazer, il va y avoir un dépôt plus accéléré en fait du CaCO2. Et donc ça crée ces terrasses.
entamons notre 5e journée en allant visiter le Grand Canyon de Yellowstone River. Nous allons descendre vers les chutes. Cette chute qui a une hauteur de 93 mètres. L'âge du canyon est de 484 000 années. Le canyon est teinté de rhyolite. En journée froide, des fumerolles et vapeurs de gaz montent du bas du canyon. On peut voir ainsi sur les parois du canyon des splashs couleur cannelle. Les points de rouille se forment et quand le feu de la rhyolite explose au contact de l'humidité et de l'oxygène, cela donne des couleurs aquarelles. Au Visitor Center, nous apprenons que le dernier pic d'activité volcanique de la région remonte à 2 à 3 millions d'années. En termes de violence, un événement surpasse tous les autres. C'est l'éruption du grand volcan de Yellowstone il y a environ 600 000 ans qui a donné lieu à une explosion cataclysmique. Il est difficile d'en imaginer l'ampleur. Un phénomène d'une portée inouïe qui ne représentait néanmoins qu'un centième de la violence de l'éruption de Yellowstone. Si cela devait se reproduire, une hypothèse que n'écartent pas les géologues, l'homme assisterait à la catastrophe la plus terrifiante de son histoire, au vu de l'ampleur sur la carte. Nous descendons ensuite à la Gardiner River et en face nous admirons les stries du basalte en superposition avec des glaciers graveleux et nous photographierons des pinnacles dits Hoodoo en indien.
Visitons Norris Geyser Basin, nommé ainsi du nom de Philetus William Norris, second superintendant de Yellowstone National Park de 1877 à 1882. Il nota les caractéristiques de cet endroit en détail et apporta une immense connaissance et étude du parc. Il est à l'initiative de la construction des premières routes du parc et aussi par les voies de la législation de protéger celui-ci contre les vandales et les ravages des braconniers. Beaucoup de couleurs que l'on voit ici sont de toute évidence dues aux thermophiles, c'est-à-dire des micro-organismes vivant dans l'eau chaude. Les dépôts jaunes contiennent de la sulfure. Des thermophiles vivent dans ces endroits car ils utilisent des sulfures comme énergie, quelquefois créant des gaz sulfuriques avec une odeur d'œuf pourri. Ils forment dans les eaux plus acides et chaudes entre 60 et 83 degrés des fils comme des cheveux. La couleur marron foncé, roux ou rouge, cette couleur abondante à Norris contient du fer. Ces dépôts d'oxyde de fer souvent contiennent des niveaux élevés d'arsenic. Ceux-ci se forment dans l'eau avoisinant à 60 degrés. Les tapis verts émeraude, couleur de beaucoup de ruissellement, de sources chaudes et de geysers. Les algues sont la vie dominante de ces tapis et contient de la chlorophylle, un pigment vert qui a besoin de la lumière pour survivre dans les eaux à 56 degrés. Les vers sombres se forment souvent dans des eaux froides. L'algue se nomme zygogonium. Les petites touffes d'herbe que nous voyons est due aux excréments des bisons.
namang kaya yala pachama api kausa kunamang. Après avoir photographié cette belle lumière sur la cascade de Gibbon Falls, nous suivons la route vers Madison Junction en longeant la Madison River. Nous nous arrêtons à Yellowstone pour quelques minutes de shopping afin de reprendre la route jusqu'à l'Idaho, jusqu'à l'Island Park où nous arrivons au Sawtell Resort. Nous entamons notre deuxième semaine de visite par la route en sens inverse de la veille, une demi-heure dans l'Idaho, puis le Montana à West Yellowstone pour retrouver la porte ouest du parc, le long de la Firehole River pour descendre sur Old Faithful. Mais avant, nous faisons un arrêt pour filmer ce jeune Mulder. Nous visitons l'hôtel situé au cœur de Yellowstone, Old Faithful Hotel. Son architecte Robert Remer utilisa des matériaux du site, pierre oriolite et bois de pin tordu. Il fut construit de 1903 à 1904 et ouvert au public en 1904 avec électricité et chauffage.
ça. Ouais, mais il peut être plus, hein, il peut être assez. Oula, ouais. Ouais, mais il s'énerve, hein. 7, il peut bouillir. Ça me permettra de le changer. Là, c'est ça tourne. La machine à laver. On va perdre Daniel. It's almost like fireworks. Is that it, Mama? Finish. Quand la bestiole commençait à te regarder de face, fallait dégager. Hein. Et là, il s'est levé et il est en position de... Ouais, on ne sait pas. On sait pas. L'évaporation de ces eaux riches en calcaire laisse apparaître à ces arbres morts comme s'ils étaient vêtus de chaussettes blanches.
sources fascinantes et mystérieuses trouvées ici sont des plus acides du parc. L'acidité se joue en différentes façons, sources et geysers. Les gaz hydrogènes sulfureux sont présents dans les profondeurs de la Terre. Quelques micro-organismes utilisent le gaz comme source d'énergie. Ils s'aident à transformer le gaz d'acide sulfurique à travers les pierres en argile. L'hydrogène sulfurique, vapeur et la dioxyde de carbone et d'autres gaz explosent à travers les couches de boue. En contraste, les eaux plus alcalines dans la plupart des geysers de Yellowstone réagissent avec le sous-sol rocailleux pour garnir le substrat de silice, jaillissant par un système naturel de tuyauterie en geysers et sources chaudes. Sights, small and sounds. Écoutez les sons, notez les odeurs et observez les couleurs de mud Vulcano-Area. Beaucoup ce que l'on sent, ce sont les sulfures, c'est-à-dire du soufre. Il est présent sous différentes formes. L'hydrogène de sodium crée l'arôme. Les microbes transforment l'hydrogène de sodium en acide qui dissolvent les roches et le sol. Ainsi, le soufre peint les sources en nuances jaunes.
nous arrêtons à voir au loin un couple de loups et nous sommes assez déçus parce que nous voyons que de points minuscules. En bordure de la Firehole River, nous trouvons le Grand Prismatic Spring, geyser de plus de 90 mètres de large et vivement coloré. La dernière éruption de son voisin Excelsior Geyser date de 1983. Ces évents n'ayant pas résisté à la puissance des jets, le geyser s'est transformé en une piscine d'eau chaude, néanmoins impressionnante avec ses nuages de vapeur.
see. You saw water shooting out of the ground from that very cone right there in front of you. And it was the most impressive thing they'd ever seen. Until it happened again. And then they marveled at how it happened twice in a short period of time. And then it happened again. And one of them realized you could probably start setting your watch button. It did. And it happened again. So they decided to call it what? Actually, no. Attention, je vais finir par vous. Rentrez les ventes, souriez. Alors ça, c'est le spectacle terminé. Tout le monde rentre. Allez. Ah ben non, mais il n'y a plus de geyser, alors tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va. Les toilettes. À travers le Yellowstone, les bandes de couleurs dans et autour des sources thermales sont habituellement formées par des thermophiles, algues, bactéries et archobactéries. Ces organismes sont des formes de vie primitives qui sont apparues sur Terre il y a presque 1 milliard d'années. Cyanobactéries qui sont communs dans cet endroit de Old Faithful avoisinent à des températures de 75 degrés. D'autres thermophiles existent même dans des eaux encore plus chaudes. Rechercher ces formes de vie a déclenché une révolution parmi les travaux scientifiques. En 1966, le docteur Thomas Brock découvrait une bactérie, le Thermus aquaticus, au Yellowstone Hot Spring. Les scientifiques extraient une enzyme de cette bactérie qui a contribué au développement de l'ADN. Fingerprinting. Un important outil utilisé dans la recherche criminelle et médicale. Nombreux autres thermophiles ont été trouvés au Yellowstone, chacun produisant l'unique enzyme potentielle important à l'humanité.
Mardi 12 septembre 2017, nous entamons notre dernière journée dans le parc et nous prenons la direction entrée ouest du parc, puis direction sud. Nous suivons la rivière Madison, paradis de la truite au fond graveleux, sans base, idéal pour la truite. Nous admirons cette falaise en rhyolite, un nid d'osprey, au-dessus de la rivière Firehole. Nous nous arrêtons pour admirer un conglomérat de volcans clastiques et d'une coulée obsidienne et de pierres ponces.
petite histoire, un garde est venu nous déloger. Nous n'avons pas le droit d'être aussi près et pique-niquer sur les sites. Arrêt à Levis Fall, au confluent de l'Arster River et de la Levis River. Balade dans un sentier boisé pour arriver en amont des chutes. On reprend la route en longeant la Levis River jusqu'au confluent de la Snake River jusqu'à l'entrée sud du parc du Grand Teton. Arrêt au bord du lac Jackson et photos des plus hauts sommets du Grand Teton.